Mes amis, je suis avec Benoît Paré qui va nous dire qui il est. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Ce que j'ai vu en Ukraine. C'est un livre très, très important. Donc, je voulais qu'il nous en parle aujourd'hui. Voilà, vous le voyez. Vous pouvez l'acheter chez The Book Edition. Donc, ne manquez pas. Il va vous dire ce qu'il y a dans ce livre et il va vous expliquer. Voilà, bonjour Benoît. Il va vous Bonjour. expliquer le pourquoi de ce livre. Est-ce que vous pouvez, Benoît, très rapidement, nous dire en quelques mots qui vous êtes et qu'on vous resitue? D'accord. Donc, je m'appelle Benoît Paré, donc je suis l'auteur du livre que vous venez de présenter. Sauf que j'ai commencé à travailler dans le milieu international depuis 1995. À l'époque, en tant qu'officier effectuant mon service militaire, où j'ai eu l'occasion de partir en Bosnie-Herzégovine, juste après la guerre civile qui a ravagé ce pays. Et ça m'a fait rentrer à ce moment-là dans le monde des gens qui partent dans les milieux de pays en guerre ou dans les pays qui sortent de crises majeures. Et donc, j'ai fait un peu ma carrière de manière plus ou moins épisodique dans ces zones-là. Et tout cela m'a mené à partir de 2015 en Ukraine. Donc en Ukraine, j'ai rejoint ce qu'on appelle l'OSCE, qui n'est autre que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à ne pas confondre avec l'OCDE, qui est responsable d'affaires économiques et qui n'a rien à voir. L'OSCE, c'est une organisation qui a été créée en 1975 à la base et qui regroupait en gros tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'Ouest, on va dire, et tous les pays de l'ex-URSS. L'objectif était de créer un forum de discussion pour empêcher la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je résume à grands traits, mais c'était l'esprit. On précise que ça a été créé à l'occasion des accords d'Helsinki, qui ont Oui, été le premier rapprochement entre le bloc de l'Est, comme on disait quand on était petit, et le bloc de l'Ouest. voilà, c'est ça, je vois que donc, vous êtes au courant, très bien. Et donc à l'époque, ça s'appelait la conférence d'ailleurs, la CSE, Conférence pour la sécurité et la coopération d'Europe. Il se trouve que après l'effondrement du bloc soviétique, il a été décidé de renommer la CSCE en OSCE, et donc organisation. Et il y a eu un deuxième événement majeur en fait qui a poussé à ce changement. C'est encore une fois on y revient, la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, durant laquelle les Nations Unies en fait ont perdu leur crédibilité aux yeux de l'essentiel du monde. Et donc, à ce moment-là, les grandes puissances se sont dit, bon, les Nations Unies, on ne peut plus vraiment compter sur cette organisation pour mener à bien l'après-guerre, puisqu'elle était extrêmement dévalorisée aux yeux des habitants de Bosnie-Herzégovine eux-mêmes. Donc, c'est à ce moment-là que les grandes puissances se sont dit, tiens, et si on utilisait l'OSCE? Et donc, à partir de 1996, on a eu la mise en place de la première mission de terrain de l'OSCE, et qui était énorme à l'époque, pour l'époque. Et donc, moi, j'ai rejoint cette mission déjà à l'époque. Et donc, après coup, je suis resté en Bosnie-Herzégovine pendant 5 ans, avant de bifurquer vers la Macédoine du Nord, enfin, etc. Ensuite, j'ai eu une pause où j'ai plutôt fait des missions militaires, parce qu'en tant qu'officier de réserve. Et en tant qu'officier de réserve, en fait, j'appartenais à ce qu'on appelait le GIACM, le Groupement interarmé d'action civile militaire, qui ensuite s'est transformé en CIAE, Centre interarmé d'action sur l'environnement. Donc, dans ce cadre, j'ai fait beaucoup de missions à nouveau dans les Balkans. Je suis retourné en Bosnie, le Kosovo, et ensuite l'Afghanistan, où je suis allé 5 fois. Et ma dernière mission en Afghanistan, c'était avec l'Union européenne, une mission courte en 2014, qui a enchaîné donc sur l'OSCE en 2015. Et donc, le livre que vous avez eu l'aimabilité de présenter, c'est un livre qui couvre la période 2015-2022. Voilà. Donc, la période où j'étais moi-même déployé sur place. Alors, ça s'est fait en 3 temps, on va dire. J'ai eu une première période 2015-2020 où j'étais déployé dans le Donbass. Et j'ai fait un peu le tour du Donbass. D'abord, j'étais affecté à Kramatorsk, après un court passage par Donetsk. Ensuite, j'étais affecté à Mariupol
Et ensuite, je suis passé de l'autre côté de la ligne de contact pour m'établir à Lugansk. Voilà, donc ça m'a fait faire un tour d'horizon assez large du Donbass, ce qui a été donné à peu de gens dans mon organisation ont eu l'occasion de servir dans autant de bases différentes, ce qui permet vraiment d'élargir la compréhension de ce qui se passe. Et j'ai même eu l'occasion de travailler aussi 15 jours à Severodonetsk, qui est la dernière base majeure de l'OSCE dans le Donbass. En tout, l'OSCE avait 5 bases dans le Donbass, et j'ai eu l'occasion de séjourner sur les 5 bases. Alors, je n'ai pas 100% de connaissance de tous les villages du Donbass, mais je dois être à 80%. En tout cas, tous ceux qui sont le long de la ligne de contact. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir vraiment un éventail presque complet des endroits à visiter sur place. Ensuite, j'ai démissionné en mars 2020 pour faire une pause. Et j'ai rejoint ensuite l'Ukraine à la fin de l'année 2020 pour observer les élections. À l'époque, il y avait des élections locales. Et je trouve que pour observer les élections locales, on m'a envoyé à l'opposé du pays, à l'opposé du Donbass, c'est-à-dire la région de Lviv. Donc la région de Lviv, qui est en fait le berceau du nationalisme ukrainien. Près de la Pologne. Près de la Pologne, voilà. Et donc pour moi, c'était très intéressant de pouvoir comparer le Donbass, essentiellement pro-russe, avec donc la région de Lviv, à l'opposé géographique, mais aussi l'opposé politique, pour avoir l'étendue des différences d'opinion dans le même pays, en fait. C'est ce qui est assez fascinant. Je ne connais pas d'autres exemples de telle polarisation extrême. Quand on regarde les résultats des élections présidentielles des années 2000, où à chaque fois vous aviez en gros un candidat dit pro-russe contre un candidat dit pro-occidental, on voit que par exemple, Yanukovych dans le Donbass faisait en gros 90% de voix. Alors que le candidat jugé pro-occidental à Lviv faisait 90% de son côté. Vous voyez, c'était une polarisation extrême. Et moi qui observais beaucoup d'élections, ça faisait partie de mes activités, je n'ai jamais vu un pays polarisé à ce point-là. J'en connais pas. Bref, et après les élections, j'ai à nouveau une nouvelle pause. J'ai fait une mission en Géorgie, ce qui est aussi intéressant, mission électorale. Ça reste le monde post-soviétique. Et ensuite, je suis retourné en Ukraine, dans ce qu'on appelle en français la MSOU, la mission spéciale d'observation en Ukraine, en anglais SMM. Pardon. SMM, c'est Special Monitoring Mission. Et là, on m'a envoyé à Odessa. Donc, après avoir vu les deux extrêmes, je me retrouvais au centre-sud, pour découvrir une autre dimension en fait de ce pays assez fascinant qu'est l'Ukraine. Odessa, région très intéressante, qui est un peu qui a une identité russe historique très palpable, mais qui fait aussi partie de l'Ukraine, qui n'était pas en conflit à ce moment-là. Enfin bon, les gens qui s'intéressent un peu à ce qui s'est passé en Ukraine depuis 2014 savent qu'il y a eu le fameux massacre du 2 mai 2014, où une petite cinquantaine de pro-russes en fait se sont retrouvés coincés dans un immeuble qui a priori a été incendié volontairement pour soit les faire mourir à l'intérieur du bâtiment, soit les tabasser à mort quand ils essayaient de sortir. Donc ça a été un des incidents majeurs de la crise de 2014. Et donc, j'ai été affecté dans cette ville-là. Cette ville qui garde aussi les stigmates de cet incident initiateur, si je puis dire, puisque vous aviez des groupuscules nationalistes ukrainiens qui quadrillaient la ville et qui rameutaient en fait tout ce que la zone pouvait avoir d'extrémistes nationalistes, dont beaucoup avaient été mêlés aux événements du 2 mai, dont certains avaient été inculpés de meurtre et qui n'ont jamais été condamnés en fait. Ni même enfermés. On ne les a jamais mis en détention préventive. Alors que de l'autre côté, vous aviez des manifestants pro-russes qui, eux, ont été mêlés à des échauffourées et qu'on a tout de suite mis en détention. Y compris au-delà du délai légal. C'est qu'en Ukraine, vous avez un délai légal de 6 mois de détention préventive, 6 mois maximum, contre tout un chacun, sauf que l'Ukraine, et ça je suis bien placé pour le savoir parce que dans le cadre de mes activités en Donbass, j'ai assisté à beaucoup de procès, l'Ukraine violait systématiquement cette règle.
Donc les gens faisaient non seulement 6 mois, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de détention préventive sans être condamnés. Il y a eu énormément de cas comme ça. Alors, ils ont été rappelés à l'ordre par la CEDH de multiples fois, mais CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'a jamais rien changé sur le fond. Voilà, dans les grandes lignes, mon parcours en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire dire ce que j'ai vu. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu? Je remets la couverture de ce Ouais. livre. De 2015 à 2022, qu'est-ce que vous avez vu? Mais ça m'intéresserait que vous commenciez par une précision technique. C'est quand vous dites que vous étiez là pour le compte de l'OSCE, donc de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui dirigeait concrètement j'allais dire le staff ukrainien, ou le staff de l'OSCE en Ukraine, et qui vous donnait des ordres? Est-ce que c'était le gouvernement français qui vous disait va à Odessa, ou est-ce que c'était qui à l'OSCE qui le faisait? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on avait un peu un statut hybride d'une certaine manière. C'est-à-dire, pour être recruté par l'OSCE, il faut être présélectionné par son propre gouvernement, et en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères. Donc, quand la mission en Ukraine a commencé à recruter des fonctionnaires internationaux pour sa mission, en fait, l'OSCE à ce moment-là s'adresse aux délégations des pays membres, et les délégations des pays membres ensuite font une sorte d'appel d'offres, si vous voulez, dans une base de données à laquelle je faisais partie. C'était la base de données des fonctionnaires internationaux, donc dans laquelle je suis rentré depuis fin des années 90. Et donc, à ce moment-là, vous recevez toutes les semaines, en fait, un email vous disant, voilà les opportunités qu'on vous propose d'emploi dans les organisations internationales. Alors, ça peut être des emplois dans l'ONU, bien souvent, mais y compris dans l'OSCE. Et donc, voilà, donc j'ai postulé par ce biais. Donc, ensuite, la France versait une partie de mon salaire, mais l'essentiel était versé par l'OSCE. Donc, j'avais une double tutelle d'une certaine manière. Sauf qu'officiellement, on n'était pas censé recevoir d'ordre de notre pays d'appartenance. On était tous censés travailler au profit de l'OSCE en recevant des ordres uniquement de l'OSCE. Cela dit, avec la pratique, les choses se sont un peu, modifiées assez rapidement, à l'initiative de la France d'ailleurs, à partir de novembre 2015. La France a décidé d'organiser une réunion des observateurs français de la mission de l'OSCE en Ukraine pour échanger. Et bon, ça s'est fait, ça ne s'est pas fait dans la clandestinité, ça s'est fait avec l'aval du chef de mission de l'OSCE sur place, qui était un ambassadeur turc. Et donc, la France a montré le chemin, et ensuite, d'autres pays, les Américains, les Britanniques, les Russes, enfin tous les pays majeurs se sont mis à imiter la France, et donc à organiser des réunions avec leurs propres ressortissants à peu près 2 fois par an. Et lors de ces réunions, on avait libre parole, et c'était l'occasion pour nous, les observateurs de terrain, de partager avec notre Mossad des informations qui ne leur arrivaient pas forcément. Parce qu'en fait, assez vite, on se rendait tous compte que le processus de reporting interne à l'OSCE était pyramidal. Donc, on avait énormément de rapports à la base, sauf qu'au sommet, vous avez un rapport quotidien qui doit faire 10 pages qui sort, alors qu'à la base, vous avez des centaines de pages d'informations. Quotidiennement. Quotidiennement, voilà. Parce que bon, il y avait des centaines d'observateurs sur le terrain, et qui sortaient chaque jour, et chaque sortie, ça voulait dire un rapport. Y compris des Russes, y compris des Russes. Des plutôt pro-Poutine, quoi, pour aller vite. Alors, cela dit, l'OSCE avait un moyen de diluer les biais éventuels des uns et des autres. Enfin, tout le monde a des biais, qu'on en soit conscient ou pas, de par son éducation, sa culture, etc. Donc, le principe, c'est que pour chaque mission, chaque patrouille, chaque rendez-vous, il ne doit pas y avoir un seul observateur, il doit en avoir au moins 2. Et 2 de nationalités différentes. Voilà. Donc, vous avez un contrôle mutuel, si vous voulez. Alors, en général, il y a toujours un chef de patrouille et un adjoint. Donc, c'est le chef de patrouille qui, normalement, a la responsabilité du rapport, mais l'adjoint est censé approuver le rapport. C'est une forme de contrôle, si vous voulez. Et en plus, vous passez le plus souvent par un interprète qui est un troisième filtre. Et moi, en l'occurrence, à chaque fois que j'avais des rendez-vous importants,
je faisais toujours relire mon rapport par l'interprète pour être sûr d'avoir bien compris. Voilà. Et donc, le processus de recueil d'informations sur le terrain est assez fiable de mon point de vue. C'est ensuite que vous avez tout un tas de filtres, et on en avait 3 jusqu'au rapport final, et à chaque filtre, vous avez des gens qui coupent. Et bon, c'est une longue histoire, mais dans les coupes, vous avez des gens qui coupent des choses qui ne leur plaisent pas et qui vont chercher des prétextes pour vous expliquer pourquoi ils coupent. Alors, je pourrais vous donner des exemples, mais j'en ai dans mon livre, mais ce serait un peu long. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Un exemple, alors, ce qui est drôle, c'est que c'était avec un Français qui était en charge de la cellule de reporting de ma propre base. Donc, à l'époque, j'étais à Mariupol. Donc, on m'avait envoyé pour faire ce qu'on appelait une étude d'impact. Il y avait eu un bombardement au nord d'un village qui s'appelle Sartana. Il y avait des roquettes qui étaient tombées dans le cimetière local et quelques roquettes étaient tombées sur les maisons en bordure du cimetière. Donc, j'avais été envoyé là-bas pour faire ce qu'on appelait une étude d'impact. Donc, voilà, on va concrètement voir les dégâts. À l'époque, on creusait même dans les cratères consécutifs aux explosions pour essayer de récupérer des traces de l'engin qui avait causé l'explosion. Et puis, ça permettait de déterminer la direction, le type d'engin, etc. En l'occurrence, là, c'était des roquettes de grade. Bon, après, moi, j'ai été un peu surpris. Je suis allé au-delà de ce qu'on m'a demandé et je n'ai pas fait que cette étude d'impact. Je me suis dit, mais pourquoi les séparatistes ont-ils bombardé ce coin-là? J'ai cherché à comprendre. Et donc, une fois ma première tâche terminée, j'ai continué à tourner dans le village en demandant aux gens, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu un bombardement ukrainien, des Ukrainiens vers la zone séparatiste, avant que les séparatistes bombardent la zone? Et j'ai trouvé 5 témoins qui m'ont dit oui, une demi-heure avant, dans telle direction. Et vous avez des gens que j'ai interrogés séparément qui n'ont pas pu se consulter au préalable, ils m'ont tous montré la même direction. Ils m'ont tous donné à peu près la même heure en me disant voilà, ça a bombardé à partir de cet endroit-là. Une demi-heure avant, en gros. Et donc, on pouvait en conclure que le bombardement de séparatistes n'était que la réponse. Sauf que, par ailleurs, je savais de la part de l'ancien chef de base de Mariupol, qui était un Américain, un ancien colonel des Marines, quelqu'un de très bien, honnêtement. Il m'avait expliqué que les séparatistes dans la zone n'avaient pas la longe suffisante en artillerie pour atteindre l'endroit d'où les forces ukrainiennes les bombardaient. À chaque fois, ça tombait trop court. Et ça tombait trop court où? Dans ce cimetière. En plus, quand vous bombardez avec des grades, ce n'est pas une arme précise, donc ça arrose large. Et donc, du coup, ça débordait aussi sur le village. Mais ça n'a aucun sens pour les séparatistes de bombarder un cimetière et le nord de ce village. Ça n'a aucun sens. Donc, une fois que vous récoltez les éléments, vous concluez que les séparatistes ont voulu atteindre l'endroit d'où on les avait bombardés, sauf qu'ils ont tiré trop court parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'artillerie à cet endroit-là à l'époque. Et ça s'est vérifié plusieurs fois d'ailleurs. Donc, mon chef, ancien chef de Mariupol, c'est lui qui m'a expliqué ça. Parce qu'il avait déjà constaté cette tendance au préalable. Et donc, dans mon rapport, j'écris j'écris tout ce que je viens de vous dire. Et à ce moment-là, le Français qui est au bureau reporting de Mariupol me dit, écoute Benoît, ce que tu dis là sur ce que tu écris sur ces gens qui disent qu'ils ont entendu les bombardements une demi-heure avant, j'ai tout effacé. Et il me dit, parce que de toute façon, ces gens-là ont le cerveau lavé. Et voilà. Et là, je suis resté bouche bée. C'était quoi son motivation? L'argumentaire était tellement arbitraire. Et en plus, le rapport était déjà parti. Je ne pouvais plus rien faire. Que je me suis senti totalement impuissant et à la merci de gens qui, parce que quelque chose ne leur plaît pas, ça ne rentre pas dans leur compréhension du conflit, ils décident que ça n'existe pas ou que les gens mentent. Ils décrètent que les gens mentent, qu'ils ont le cerveau lavé et on n'en parle pas. Terminé. Voilà, c'est un exemple concret que j'ai vécu. Est-ce qu'il pouvait y avoir une autre motivation dans ce genre de censure? Est-ce que, sous prétexte de « je ne comprends pas », il n'y a pas des influences, des pressions, des sympathies, des tentations qui se sont perdues au sein de l'OSCE? Si vous voulez, pour moi, en l'occurrence, cet individu-là, qui pouvait être sympathique par ailleurs, mais bon, il avait un biais idéologique marqué. Et ça, j'en étais conscient avant, j'en étais conscient au préalable. Mais là, ça s'est vérifié de manière un peu plus dramatique parce que ça impactait directement
sa manière de travailler. Et pour moi, on en est arrivé au niveau de la faute professionnelle, de censurer à ce point-là, de manière arbitraire. Mais je ne pense pas que l'individu en question avait subi de quelconque pression. Je pense que ça venait de lui-même. Ça ne rentrait pas dans sa compréhension du conflit. Et ça, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui viennent avec une idée très ancrée en eux-mêmes. Bon, voilà, les séparatistes sont les méchants, les Ukrainiens sont les gentils. Donc, tout ce dont on rend compte doit rentrer dans cette analyse du conflit, l'analyse primaire. Hein. Mais voilà, donc pour eux, pour ces gens-là, tout ce dont on doit rendre compte doit rentrer dans cette grille d'analyse. Et tout ce qui n'y colle pas, oh, c'est négligeable. Est-ce qu'il est possible que l'OSCE ait choisi, parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a les observateurs qui observent, et puis il y a des filtres pour orienter le sens d'observation. Est-ce que l'OSCE, à un moment donné, a choisi des cadres, des supérieurs hiérarchiques ou des filtres destinés à propager une version plutôt que l'autre? Alors évidemment, on peut supposer que ce soit le cas. Moi-même, j'ai postulé souvent des postes de cadre intermédiaires. Alors les seuls postes qu'on a bien voulu me donner, c'était des postes de premier niveau. Mais dès que je voulais accéder au deuxième niveau, là, il y avait un mur. Même si autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient que j'avais tout à fait les compétences pour accéder au niveau supérieur. Sauf que quand il y avait les entretiens, j'étais systématiquement mis de côté. Et parce que bon, je commençais à avoir une réputation de quelqu'un qui posait des questions qui dérangeaient. Un de mes chefs, à un moment donné, me l'a dit, texto, un de mes chefs de Kiev. Et donc, selon lui, ce que j'ai compris, c'est que pour ces gens-là, on ne devait pas me donner des postes de responsabilité. Tu vois. Eux, ils voulaient des gens qui soient lisses, et qui ne posent pas des questions dérangeantes et qui soient dans la ligne du parti. Et on était tous conscients, plus ou moins consciemment, que la ligne du parti, du sommet jusqu'à la base, c'était pro-ukrainien. Ça, on le sent assez vite dans la mission, on l'a assez vite senti. Moi, d'ailleurs, quand j'étais à Kramatorsk, les gens qui dirigeaient la base de Kramatorsk, donc la première dans laquelle j'ai servi, étaient à l'évidence biaisés. Et j'en parle aussi dans mon livre en décrivant des exemples en quoi ils étaient biaisés et en quoi c'était même explicite. Mais bon, en effet, on peut à ce moment-là soupçonner que les gens qui étaient au sommet ont recruté de manière pyramidale des cadres qui leur ressemblaient. Si vous voulez. Et les gens comme moi qui étaient un peu trop incontrôlables, on les mettait de côté. Donc après, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu durant le temps que j'étais là-bas. En tout cas, une chose qui... Pour la compréhension, est-ce que vous pouvez nous dire qui recrute les gens qui sont au sommet? Qui décide au sein de l'OSCE, donc qui est une grosse machine multilatérale, comme on dit, qui décide par exemple, de nommer le chef de mission en Ukraine? Alors, le chef de mission, là, ça se joue au niveau des délégations nationales. Hein, vous avez les délégations, la délégation française, américaine, etc. Enfin, toutes les délégations nationales négocient entre elles ce genre de poste, parce que c'est un poste éminemment politique. Et en l'occurrence, l'accord sur le chef de mission était tombé sur un Turc, parce que le Turc, c'était une nationalité sur laquelle les Européens de l'Ouest et les gens de l'ex-URSS pouvaient se mettre d'accord. Ça paraissait un peu comme une nationalité relativement neutre dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc c'est pour ça que les grandes puissances se sont mis d'accord sur un Turc. D'ailleurs, le premier chef de mission est resté de 2014 à 2019 et il a été remplacé par un autre Turc. Voilà. Donc par contre, le numéro 2 de la mission, au départ, c'était un Suisse, pareil, une autre nation neutre, enfin dite neutre. Et ce Suisse, honnêtement, a été plutôt honnête. Il avait un côté biaisé qui ressortait parfois, mais je lui reconnaissais aussi une compétence. Il avait une réelle compétence. C'était quelqu'un de vraiment intelligent et qui, bien souvent, a démontré une certaine honnêteté. Et donc, je ne pense pas que l'essentiel des manipulations venait de lui. Par contre, en dessous, vous aviez d'autres gens qui étaient recrutés, et là, on commence à voir des anglo-saxons, anglais, américains. Et vous aviez par exemple un chef adjoint des opérations qui était un anglais, dont j'ai eu la preuve des années plus tard que c'était quelqu'un d'influent et qui essayait d'influer, pour moi, dans le mauvais sens. Je donne un exemple concret dans mon livre d'ailleurs.
Et vous aviez beaucoup de Britanniques, en fait, à divers niveaux. En général, les Britanniques prennent les postes d'adjoints. Et ça, je l'avais constaté avant dans d'autres missions, dans d'autres pays. La tactique des Britanniques n'est pas de vouloir s'approprier les postes de dirigeants, qui sont des postes en vue. Ils préfèrent les postes d'adjoints qui sont moins en vue, mais un adjoint voit tout. Voilà. Donc un adjoint peut être très influent sans être trop mis en avant par le système. On ne se méfie pas trop. Mais je me suis aperçu concrètement plusieurs exemples, et encore une fois, je prends des exemples dans le livre, où des adjoints, des Anglais qui étaient adjoints, m'ont mis des bâtons dans les roues sur les rapports que je pouvais présenter de manière évidente. Et ça s'est passé au moins avec 2 personnes différentes, mais qui étaient 2 Anglais à chaque fois. Et donc, en plus de la personne qui était, elle, au siège, directeur adjoint d'opération, donc vous aviez cette même logique de la part des Britanniques. Quelque part, on pourrait même dire que les Britanniques étaient plus influents que les Américains dans la mission. Parce que pour les Américains, c'était trop évident qu'ils pouvaient avoir un intérêt. Mais donc, ils étaient un petit peu en retrait par rapport aux Britanniques. Et ce qui est en contraste avec la précédente mission de l'OSCE dans laquelle j'avais travaillé en Bosnie-Herzégovine, où là, tous les postes majeurs étaient étaient monopolisés par les Américains. Et là, de manière évidente. Là, c'était moins évident en Ukraine. Mais pour vous donner un autre exemple du genre de pression qui pouvait exister sur la mission, et ça, je le tiens du chef de mission lui-même, qui m'en a parlé quand il a quitté la mission en 2019. J'ai eu l'occasion d'avoir un aparté avec lui. Et à l'époque, il y avait un sujet qui pour moi était majeur. Et là, on rentre un peu dans le contenu du livre, ce qui est pour moi une des révélations majeures du livre. Dans le cadre de mes fonctions, j'appartenais à ce qu'on appelle la dimension humaine. C'était une cellule de gens qui se focalisaient sur les problématiques de droits de l'homme. En fait, tout ce qui n'était pas purement militaire. Donc ça ratissait très large et on se focalisait notamment sur la vérification des victimes civiles du conflit ou des allégations de victimes civiles du conflit. Et donc dans ce cadre, étant donné que j'ai travaillé dans plusieurs bases, j'ai eu l'occasion d'avoir accès aux bases de données de tout le Donbass. Et cette base de données était très restreinte. Il y avait que 2-3 personnes à Kiev qui avaient accès à l'ensemble. Et après, il y a eu moi. C'est-à-dire que, parce que les gens en Donbass, les gens dans la région de Donetsk ne voyaient pas les données de la région de Lugansk et inversement. Or, moi, comme j'ai changé de base, j'ai eu l'occasion de voir les deux. Et à un moment donné, j'ai fait une synthèse de tout ça et je me suis rendu compte que les chiffres étaient accablants pour l'Ukraine, en fait. Donc, c'est déjà l'impression qu'on avait quand on était à Donetsk, dans l'oblast de Donetsk, mais quand on passait de l'autre côté, on vérifiait la même tendance. Et donc, à un moment donné, de ma propre initiative, j'ai fait une synthèse de tout ça qui démontrait que, alors, pour les actes de continuation de la guerre, comme on disait, c'est-à-dire tout ce qui est bombardement, tir, le chiffre, en gros, on avait 72% de victimes côté séparatiste contre 26% côté ukrainien. Ce qui veut dire qu'en gros, vous aviez près de 3 fois plus de victimes côté séparatiste que du côté contrôlé par l'Ukraine. Ce qui veut dire que l'Ukraine causait 3 fois plus de victimes que les séparatistes. Donc ça c'est une statistique concrète à l'échelle du Donbass sur plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui est, on ne peut pas contester. C'est basé sur les chiffres. Et cette statistique-là, l'OSCE s'assied dessus. L'OSCE a juste essayé une seule fois de la mettre en avant dans un rapport en page 7. Pourtant, c'était caché à l'intérieur du rapport. Pour l'année 2016, le rapport était annuel. On a commencé à faire ce décompte systématique en 2016. Le rapport est sorti en septembre 2017. Il a mis beaucoup de temps à être avalisé parce que la direction de l'OSCE sentait que c'était sensible. Et même si la statistique que je viens de vous citer n'apparaissait qu'en page 7 et même s'il n'y avait qu'une ligne, ça a causé un scandale auprès du ministère des Affaires étrangères ukrainien qui a accusé l'OSCE d'être biaisé, d'être piraté par des Russes, et ils ont fait un scandale. Et le chef de mission m'a expliqué ça. Et il m'a dit, voilà, ils ont fait un tel scandale que j'ai dit, OK, dorénavant, on ne cite plus cette statistique. On donnera des chiffres de victimes globaux pour tout le Donbass, sans dire s'il y en a plus d'un côté que de l'autre.
Et il m'a aussi dit, ce chef de mission, que l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, lui avait interdit de rencontrer les leaders séparatistes. Et on dit, si jamais un jour vous rencontrez les leaders séparatistes, on demande votre remplacement immédiat. Donc il m'a expliqué, oui, j'avais une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Et donc c'était son adjoint qui rencontrait les leaders séparatistes. Et c'était un autre problème pour nous d'ailleurs, parce que comme on ne reconnaissait pas les républiques autoproclamées du Donbass, mais que malgré tout, notre mandat disait qu'il fallait qu'on établisse un dialogue sur le terrain pour atténuer les tensions, mais on s'interdisait de parler aux séparatistes. Donc comment voulez-vous résoudre un conflit, apaiser les tensions entre deux parties en guerre, si vous vous interdisez vous-même de parler avec une des parties? Si vous interdisez de parler avec une des parties, c'est comme si vous étiez vous-même une partie du conflit. Vous n'êtes plus neutre. Or, notre mandat nous disait qu'on devait travailler dans un esprit de neutralité, mais concrètement, en fait, on s'alignait sur le point de vue ukrainien, en disant « Ah, les séparatistes, on ne leur parle pas, parce qu'on ne les reconnaît pas. » Et ça a été un obstacle permanent, quand j'étais dans le Donbass, à la résolution de tout un tas de problèmes. Alors, par exemple, il y en a tellement. Alors, je vous dis, le dernier exemple en date, c'était quand j'étais à Lugansk. Donc, je vous ai dit que j'étais en charge de la vérification des victimes civiles du conflit. À Lugansk, à l'époque où j'étais, on avait 15 cas pour lesquels il nous manquait des données. Et l'OSCE avait une procédure très rigoureuse de validation des victimes civiles du conflit. Il nous fallait 3 sources. Il nous fallait une source d'origine médicale, une source d'origine officielle, et une source d'origine, soit la victime elle-même, soit son entourage proche, la famille ou les voisins. Voilà. Et donc, s'il nous manquait une des 3 sources, on considérait que la victime n'était pas... on ne reconnaissait pas la victime comme étant victime, elle n'apparaissait pas dans les statistiques. Elle n'existait pas. Voilà. Et or, on avait une quinzaine de cas pour lesquels il nous manquait une source. Et la plupart du temps, c'était la victime elle-même qu'on n'arrivait pas à joindre. Et donc, j'ai appris à un moment donné que mes collègues de Donetsk rencontraient ce qu'on appelle la médiatrice des droits de la République populaire de Donetsk, et qu'il la rencontrait régulièrement. Et moi, j'étais très étonné parce que nous, à Lugansk, il n'y avait aucun contact, zéro. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas, nous, de contacter la médiatrice des droits de la République populaire de Lugansk? Et je pensais que peut-être qu'elle pourrait nous aider à boucler ces 15 cas de victimes qui, pour nous, n'étaient pas bouclés. Voilà. Je pensais que c'était de leur intérêt de nous aider à boucler ces cas-là. Et nous, de toute façon, c'était notre mission. Et donc, moi, j'avais en permanence aussi la pression d'un collègue de Kiev, qui était une des rares personnes qui avait vraiment le goût du travail bien fait d'une manière neutre, et qui ne cessait de me demander, à moi et mes collègues, de terminer les vérifications de ces 15 cas en suspens. Bref. Donc, je me dis, on a là l'occasion de rencontrer la personne idoine qui pourrait nous aider. Sauf que, alors là, je vais être obligé de la faire courte parce que c'était une longue histoire. Je n'ai jamais pu, après un premier contact téléphonique très positif avec cette personne, à partir du moment où cette personne m'a dit « Vous devez envoyer un courrier pour, en fait, que nous puissions valider la demande d'entretien », là, c'était terminé. C'est-à-dire que l'OSCE n'envoyait pas de courrier. Ouais. L'OSCE n'envoyait pas de courrier officiel parce qu'un courrier officiel, ça veut dire que vous reconnaissez les entités. Et donc, c'était impossible. Sauf que l'ONU ne se posait pas le problème de la même façon. L'ONU, puisque je travaillais aussi avec les gens de l'ONU sur place, l'ONU envoyait des courriers adressés à des individus sans mettre leur titre. Donc, ils adressaient l'individu à monsieur ou madame machin. Nous souhaiterions avoir des renseignements sur telle ou telle chose, ou nous souhaiterions vous rencontrer pour discuter de telle ou telle chose. Et ça passait, l'ONU. Or, l'OSCE s'interdisait de suivre la même démarche. C'était, non, aucun courrier. Donc, voilà, on a eu cette attitude complètement fermée, biaisée, à croire que ça arrangeait certains d'avoir aucun contact avec les séparatistes. Voilà. En tout cas, il y avait une claire différence d'attitude entre deux organisations internationales majeures, l'ONU et l'OSCE. Qui étaient au fond concurrentes. Parce que, comme vous l'avez dit en début d'entretien, l'OSCE agissait comme une mini-ONU d'une certaine façon. C'est-à-dire un rôle de soft power, comme on dit, un rôle d'influence,
mais ce n'est pas un rôle, vous n'aviez pas d'armes pour intervenir, pour vous interposer dans le conflit. Non, on n'avait pas d'armes, évidemment, mais en fait, on était plus dans un rapport de complémentaire sur le terrain que de concurrence. Par exemple, il y avait beaucoup d'affaires sensibles au niveau des violations des droits de l'homme qu'on récoltait à notre niveau du terrain de l'OSCE. Ça n'était pas publié par nous, parce que l'OSCE s'interdisait de publier des données là-dessus. Et donc, on donnait en sous-main nos informations à l'ONU, à la mission de l'ONU de monitoring des droits de l'homme. Et eux s'autorisaient plus de liberté dans leur reporting sur les violations des droits de l'homme. Et là encore, c'est un autre angle mort de la part de l'OSCE. Attendez, excusez-moi, je suis obligé de changer une prise. Ça fait partie. Non, je vais vous perdre. Miracle de la technique. Ouais, excusez-moi, je suis pas chez moi, je travaille avec les moyens du bord. Donc voilà, j'avais le choix entre brancher la lampe ou l'ordi. Bon. Donc ça sera un peu plus sombre, malheureusement. Donc j'en étais où? Alors, on était sur le rôle de l'OSCE, mais ce qui m'aurait intéressé, c'est que vous nous donniez maintenant, les gens vont lire ce livre pour avoir les récits, j'allais dire factuels, pratiquement historiques des observations, les témoignages que vous livrez. De votre point de vue, est-ce que lorsque vous arrivez en 2015, vous savez qu'il y aura tôt ou tard une invasion russe de l'Ukraine? Non, honnêtement, en 2015, on ne se disait pas ça. On était encore dans le cadre des accords de Minsk. Les accords de Minsk étaient tout frais. Et donc, la priorité, c'était la mise en application des accords de Minsk. C'était la boussole. Donc, tout ce qu'on faisait, en fait, c'était avec l'idée que, voilà, on avait aussi pour mission de mettre en œuvre l'application des accords de Minsk. Cela dit, moi, j'ai senti assez vite que les accords de Minsk allaient dans le mur. Puisque, en fait, selon les accords de Minsk 2, tout devait être terminé à la fin de l'année 2015. L'année 2015, tous les points des accords de Minsk devaient être validés. Il y en avait 13. Dans le paquet de mesures de la mise en application des accords de Minsk, il y avait 13 points. Or, le point majeur, c'était le point politique, c'est-à-dire le statut du Donbass. Il était prévu un statut particulier pour certains territoires du Donbass, en fait, ceux qui étaient contrôlés par les séparatistes. Et ce statut, pour qu'il soit validé, il fallait changer la Constitution. Or, le 31 août 2015, il y a eu un vote du Parlement ukrainien sur 2 textes. Il y avait le premier texte qui donnait un statut d'autonomie au Donbass, respectant les accords de Minsk. Et le deuxième texte, en fait, devait permettre à ce premier texte d'être validé. Il fallait changer la Constitution, en fait, pour pouvoir permettre au premier texte d'être validé. Et le fait est qu'entre les 2 votes, en fait, vous avez eu une émeute devant le Parlement. Vous aviez des dizaines de milliers de manifestants nationalistes à ce moment-là. Et à la nouvelle du premier vote, ils ont explosé au sens littéral. Vous avez un des manifestants qui a balancé une grenade à main sur les policiers qui formaient le cordon autour du Parlement. Il y a eu de mémoire 4 morts, dont 3 policiers et un journaliste, plus 2 dizaines de blessés. Bref, tout ça, ça a créé de l'émoi, évidemment. Et à l'issue de cet incident, il y a 3 partis du Parlement, dont le parti de Yulia Tymoshenko à l'époque, qui ont dit, bah voilà, nous, on ne votera jamais le changement de la Constitution. Et tout ça, ça nous avait été expliqué à l'époque par un Ukrainien qui travaillait pour l'OSCE, qui est un analyste politique, quelqu'un de très intelligent, avec qui j'ai eu l'occasion de parler souvent. Il nous avait fait un rapport de 2 pages sur tous ces événements. Et ça, notre chef d'équipe à Donetsk, qui était une Moldave, avait décidé de le partager à tous les observateurs, ce qui était rarissime. Et c'est là que j'ai compris que les accords de Minsk étaient morts. Ce que j'ai compris, c'était qu'avec l'Assemblée telle qu'elle était composée à ce moment-là, il n'y avait aucune résolution possible de l'aspect le plus important de l'accord de Minsk, l'aspect politique. Et donc, on devait attendre jusqu'à 2019, ce qui en 2015 paraissait très très loin. On devait attendre jusqu'à 2019 pour éventuellement espérer la mise en œuvre du point le plus important des accords de Minsk, qui est la résolution politique fondamentale du conflit du Donbass. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et je me souviens qu'à la réunion avec l'ambassade de France qu'on a eue en novembre par la suite, j'avais posé la question, mais
quid si le Parlement ukrainien n'adopte jamais le changement de la Constitution? Et là, je me suis aperçu qu'il y avait un peu un flou dans la réponse qu'on m'a donnée. Alors, on m'a dit, ah oui, on va donner 1 an de plus à l'Ukraine, donc jusqu'à fin 2016, pour mettre en œuvre les volets de l'accord qui sont de sa responsabilité. Sauf que c'était le même Parlement. Et quand vous lisiez les déclarations des dirigeants de 2015, il n'y avait aucune raison qu'ils changent d'avis l'année d'après, sauf parce qu'il y a une énorme pression de la part de l'Occident. Mais j'ai jamais vu de pression de la part de l'Occident sur l'Ukraine. Il y en a peut-être eu derrière les portes closes, mais d'un point de vue médiatique, ça n'est jamais ressorti. Et nous, à l'époque, on avait des synthèses de presse quotidiennes chaque matin dans nos bureaux. On pouvait ouvrir la synthèse de presse des médias russes, des médias occidentaux et des médias ukrainiens. On avait tout. Et je passais chaque matin à peu près 1 heure à parcourir tout ça. Et j'ai jamais rien vu ressortir sur une quelconque pression de l'Occident contre l'Ukraine. Rien. Et donc, in fine, l'affaire du vote de la Constitution, du changement de la Constitution, c'est tombé dans l'oubli, à tel point que plus personne, au bout d'un moment, plus personne n'en parlait. Et même quand vous regardez sur Wikipédia, vous tapez accord de Minsk, ça n'apparaît même pas. Il n'y a aucune mention de ce vote du 31 août, à la fois en version anglaise et française. J'ai vérifié, j'en parle dans mon livre. Et je me dis, mais comment on peut escamoter complètement un point si important? Ça a disparu des livres d'histoire, si on peut dire. Et je me dis, mais heureusement que j'ai la mémoire de ça. Sinon, ça n'existerait pas. Et là, on se dit, il y a un niveau de manipulation qui est affolant. Et donc, à l'époque, on a le discours politique, médiatique s'est retourné, et on a dit, ce sont les Russes qui bloquent l'application des accords de Minsk. Parce que les Russes n'arrêtent pas de bombarder, machin, ceci, cela. Or, quand on regarde les dynamiques de bombardement, on voit que l'Ukraine bombardait 3 fois plus que les séparatistes. Mais on montrait toujours du doigt les séparatistes en disant c'est eux les méchants, c'est eux qui systématiquement violent le cessez-le-feu. La manipulation est tellement énorme. Et j'ai, in fine, aussi ma dernière tâche en 2020, c'était de faire des statistiques, non pas sur les victimes civiles du conflit, mais c'était sur les études d'impact. À chaque fois qu'il y avait un impact quelque part, on envoyait une patrouille pour faire un rapport. Et les statistiques montraient que alors à l'époque, j'étais à Lugansk, donc j'en avais les données que de la zone de Lugansk, mais j'ai aucune raison de penser que c'était différent ailleurs, parce que je savais la dynamique dans l'oblast de Donetsk aussi. Et à Lugansk, on avait une dynamique de 75 à 25. Donc 75% d'impact côté séparatiste, 25% côté contrôlé par l'Ukraine. Et donc j'ai fait même ce travail 2 fois, parce que je l'ai fait sur un village qui s'appelle Zoloté à un moment donné, où on a fait ce qu'on appelle un hotspot report, un rapport sur un point chaud. J'avais déjà les mêmes statistiques. Après, on a élargi ça à tout l'oblast de Lugansk, c'est exactement la même tendance, 75-25. Et encore une fois, vous prenez la zone de Donetsk, vous trouverez même pire. Quand vous descendez du niveau de Mariupol, en termes de victimes, on en était à 90-10 quand j'ai quitté. 90% côté séparatiste, 10% côté ukrainien. Donc c'était encore pire la tendance. Mais c'est statistique. Mais malgré tout, on me disait, ah ben non, si les accords de Minsk n'avancent pas, c'est à cause des séparatistes, qui sont les méchants. Voilà. Je voudrais, pour terminer cette interview passionnante, et je remontre le livre que tous ceux qui écoutent religieusement votre intervention peuvent acheter chez Book Edition, ce que j'ai vu en Ukraine. Je voudrais vous poser une dernière question, parce que Vladimir Poutine parle souvent de dénazification de l'Ukraine, ou demande la dénazification de l'Ukraine et le présente comme un objectif de guerre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Puisque souvent en Occident, on dit mais de quoi il parle? Alors déjà, moi, ma rencontre avec les néo-nazis ukrainiens, ça date essentiellement de novembre 2016, où j'ai eu l'occasion de visiter des anciennes bases d'Azov à l'est de Mariupol, à côté du village de Chirokine. Il y avait un endroit qui était tenu par le bataillon Azov quelques mois par avant, puis comme ils ont avancé plus vers l'est, ils n'avaient plus besoin de ces positions, donc ils les ont désertés, si je puis dire. Et nous avons pris, nous l'OSCE, nous avons pris leur place. Et là, quand vous entriez dans un des bâtiments, il y avait des croix gammées partout. Un portrait d'Adolf Hitler, enfin bref, il y avait tout un tas de sigles nationalistes.
des références à Kharkiv, qui est la ville d'origine d'Andrei Biletsky, qui est à ce moment-là le chef du bataillon Azov. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté quoi, sur l'idéologie de ces gens-là. Hein. J'avais compté dans la même pièce, je crois, 4 ou 5 croix gammées différentes, de tailles différentes sur les murs. Après, on a eu l'occasion de voir un autre endroit un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin, qui était une ancienne base d'Azov, et ça nous a été confirmé par le propriétaire. Et à l'entrée de la base, vous aviez une énorme croix gammée peinte sur un mur. Et malgré ça, j'avais un collègue américain qui me disait il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. Ça m'a toujours intrigué parce que les signes étaient évidents. Après, vous faisiez une recherche sur Internet déjà dès 2015, vous trouviez plein de vidéos de gens d'Azov se baladant avec des drapeaux nazis, avec des tatouages nazis. Il y a même une vidéo dont je me souviens très bien, on voit un soldat d'Azov très musclé en train d'agiter un drapeau énorme qui doit faire 2 mètres sur 3 avec une lampe. Et il y a quelques sympathisants en bas d'un balcon qui l'acclament. Et donc, ils filment ça pour théâtraliser leur admiration du Troisième Reich. Et j'ai parfaitement reconnu le bâtiment. C'était dans le village de Yurivka. On voyait, le balcon était très facilement identifiable. Et c'était une base d'Azov encore à l'époque, en 2016-2017. Et ce bataillon, quand on voit que ce bataillon aujourd'hui est à pignon sur rue, enfin, il est devenu une brigade et puis maintenant c'est même un corps d'armée, alors que son idéologie de base est néo-nazie. Même le symbole, c'est le Wolfsangel. Hein, c'est le symbole de. Alors j'oublie sur le coup, mais enfin, c'est dans le livre de je ne sais plus quelle division SS, qu'ils ont légèrement modifié, mais bon, ça trompe personne. Enfin, sauf ceux qui veulent bien ne rien voir. Et donc, voilà, les symboles du nazisme étaient clairs à ce moment-là. J'ai même visité par la suite une base d'Azov en 2018. J'étais surpris qu'on m'autorise l'accès, mais bon, et l'officier sécurité qui me faisait faire le tour de la maison m'a dit « Oui, j'imagine que vous allez me demander si on a toujours des néo-nazis. » Et il me dit « Oui, on en a toujours. Mais bon, on a viré les plus fous. Et les autres, on leur a demandé de se calmer un peu. » Voilà. Et le type était très, très ouvert là-dessus, ce qui m'a étonné. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une autre dimension, en fait, dans le nationalisme d'Azov, par exemple, c'était les références régulières à la mythologie viking. Et si vous êtes familier de ça, moi, je ne connaissais pas avant d'avoir vu la série télévisée Viking. Et j'ai tout de suite compris la logique, c'est que pour les Vikings, en fait, mourir au combat, c'était comme pour les djihadistes, en fait, c'était la promesse d'accéder au paradis à la table d'Odin. Hein. Et donc de festoyer aux côtés d'Odin, vitam aeternam, comme pour les djihadistes, c'est la promesse d'être au paradis avec 72 vierges, etc. Donc il y avait un peu une logique similaire d'idéaliser la mort au combat. Et ces références à la mythologie viking, vous les voyez un peu partout dans le camp que j'ai visité. Et vous avez certains soldats d'Azov qui avaient des tatouages Valhalla qui est le paradis viking, tatoué, il y en avait une photo célèbre, tatoué sur le cou. Il y avait un célèbre gars d'Azov qui avait le Valhalla tatoué sur le cou. Voilà, donc ça vous situe ces gens-là. Alors après, évidemment, on ne va pas dire que tous les Ukrainiens étaient néo-nazis. Vous aviez même, je dirais, une minorité qui était néo-nazie. Sauf que ces gens-là, petit à petit, ont obtenu un pouvoir disproportionné par rapport à leur nombre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi ils ont obtenu ce rapport disproportionné par rapport à leur nombre? C'est parce que c'était des gens qui n'hésitaient pas à utiliser la violence à des fins politiques. Il y a aussi tout un tas d'incidents à Mariupol, que j'ai cité dans le livre, où ils s'attaquent un peu à n'importe qui, quasiment en toute impunité, pour faire en sorte que la société respecte leurs codes. Par exemple, ils se sont érigés en brigade de lutte contre les trafiquants de drogue. Qui leur a donné ce mandat? Personne. Ce n'est pas le mandat d'Azov d'aller poursuivre les trafiquants de drogue. Mais ils se sont dit, non, c'est ce qu'on va faire. Et ils ont commencé à kidnapper des gens en pleine rue, des petits trafiquants de cannabis, et dans certains cas, à les torturer jusqu'à la mort, pour leur faire avouer où étaient leurs complices. Enfin, des trucs hallucinants. Et ça a donné lieu à certains procès auxquels moi ou des collègues avons assisté. Ça a donné lieu à des exécutions sommaires dans les boîtes de nuit, à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'il y avait un procès, ces gens-là n'étaient quasiment jamais condamnés. Les témoins n'osaient pas témoigner contre eux. Même la police avait peur de ces gens-là.
Parce que les gens d'Azov, en fait, une fois qu'ils n'étaient plus engagés dans l'armée, ils rejoignaient en général ce qu'on appelait le corps national. C'est Andrei Bileski, le commandant historique du bataillon Azov, qui a fondé son propre parti politique. En fait, c'est plus qu'un parti politique, c'est un mouvement. Le corps national, qui regroupait, à la limite, même les plus extrémistes d'Azov, ceux qui avaient été virés. Ils se retrouvaient en corps national, alors que c'était des fous furieux. Et on a eu nombre d'incidents avec ces gens-là, du corps national, qui menaçaient des petits vieux, qui tabassaient des gens de l'opposition en pleine rue, qui tabassaient des gens des ONG défendant les droits des homosexuels. Et il n'y avait jamais aucune arrestation. Et on avait même des collègues qui nous disaient, la police nous disait, si c'est le corps national, ça veut dire qu'ils sont protégés par le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Avakov à l'époque, Arsène Avakov, et donc on ne peut rien faire. Il y a un chef de la police régionale de l'Oblast de Donetsk qui a dit ça à un de mes collègues. Alors, on ne l'a pas écrit dans un rapport, parce que c'était en off. Mais voilà, c'est le genre d'informations importantes qu'il n'y avait pas dans les rapports. Et donc, le collègue me l'a dit, voilà, laisse tomber, cette enquête n'aboutira jamais, parce que tout le monde pensait que c'est le corps national qui a fait une descente dans un club qui était tenu par une ONG pro-LGBT, enfin, à l'époque, on ne disait pas pro-LGBT, mais pro-droits des homosexuels. Et il y avait eu 4 blessés, enfin, ils avaient tout cassé, et aucune inculpation, rien. Parce que corps national. Et la police avait peur. Voilà pour vous donner une étendue de la puissance de ces néo-nazis. Est-ce que l'OSCE vous autorisait à en parler ou est-ce que l'OSCE répercutait cette évolution néo-nazie de l'Ukraine? Bah, si vous voulez, à un moment donné, c'est ressorti sur la place publique. À l'époque, j'étais à Lugansk. Non, j'étais encore à Mariupol. 2018. En 2018, dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, il y avait une unité nationaliste, alors je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en a toute une myriade, hein, il n'y a pas qu'Azov. Une unité nationaliste a décidé d'apparaître sur la place principale de la ville, je crois que c'était à Ivano-Frankivsk. Et vous aviez 200 types en chemise brune qui d'un seul coup sont apparus en faire de l'ordre serré sur la place principale de la ville. En chemise brune, hein, ça rappelle des souvenirs. Et alors ça a choqué tout le monde, et jusqu'à Vienne, qui est le siège de l'OSCE. Et donc, peu de temps après, moi j'étais convoqué. On avait une réunion des gens de la dimension humaine à Kiev pour faire le point sur tout un tas de choses. Et là, notre chef nous dit, ben voilà, les images de cette unité nationaliste qui sont apparues dans l'Ukraine de l'Ouest ont choqué jusqu'à Vienne. Et donc, on nous demande de Vienne d'enquêter sur ces mouvements nationalistes. Et alors, je me souviens que parmi les arguments, c'était comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler dans les rapports de la MSOU? Comment se fait-il qu'on découvre un jour à la télévision, en 2018, qu'il y a des groupes paramilitaires nationalistes qui grenouillent en Ukraine, alors que ça n'apparaissait jamais dans nos rapports, voyez? Et d'un seul coup, on nous a dit, bon, ben maintenant, il faut en parler. Et donc, on a eu comme tâche officielle de se renseigner sur ces groupes. Et moi-même, à Mariupol, j'ai pris des rendez-vous avec des mouvements comme Pravi Sector ou d'autres groupuscules nationalistes qui grenouillaient par là. Et j'ai réussi à en rencontrer quelques-uns. Pravi Sector n'ont jamais accepté de nous parler, mais j'ai pu échanger avec d'autres mouvements nationalistes à l'époque. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai été visiter des bases d'Azov. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, on nous donnait la consigne de collecter ces informations. Et qu'est-ce que l'OSCE a fait de… Dernière question, je vous assure. Ouais. Qu'est-ce que l'OSCE a fait de ces informations alors que vous remontiez? Bonne question. J'en sais rien. En fait, en général, quand on collectait des informations pour alimenter des rapports thématiques, d'expérience, les rapports étaient tellement accablants pour l'Ukraine que ça devenait des rapports sensibles. Du coup, c'était impubliable. Ou ça restait des rapports internes. Soit ça restait des rapports internes à la MSOU, soit c'était envoyé juste à Vienne. Mais ce n'était pas public, ce n'était pas rendu public pour les journalistes. De même que nos rapports hebdomadaires, où il y avait le plus d'informations détaillées, ça restait des rapports internes. Les seuls rapports publics qu'on avait, c'était les rapports quotidiens de la mission, dans lesquels vous aviez des informations brutes, sans analyse, sans commentaire, rien. Des informations brutes. Et déjà, très, comment dire, édulcoré. Et donc, ces rapports thématiques sur les choses sensibles, je sais qu'il y en a au moins un qui n'est paru nulle part. Un de mes collègues m'a dit, ce rapport-là, trop sensible, dans le tiroir. Voilà.
voyez, donc c'est assez décourageant quand vous travaillez durement, longuement pour récolter des informations. Il y a même eu un rapport sur l'accès à la justice dans toute l'Ukraine, qui a été fait à la fois dans l'Ukraine contrôlée par le gouvernement ukrainien, mais aussi dans les zones séparatistes. J'ai un collègue à Lugansk à l'époque, un collègue italien qui a travaillé pendant 4 mois, presque quotidiennement, pour établir un rapport sur le système judiciaire en formation dans la République populaire de Lugansk. Qu'est-ce qu'il en est ressorti dans le rapport final de nos collègues de Kiev? 2 lignes. Et les 2 lignes disaient, comme il n'y a pas d'autorité légitime dans les territoires qu'on disait occupés, il n'y a pas d'accès à la justice. Point. Circulaire, rien à voir. Alors qu'il y avait tout un network de juges, d'avocats, de cours, certes parcellaires, qu'ils essayaient de reconstituer sur la base des restes du système précédent. Ils essayaient de développer leur propre code civil, leur propre code pénal, etc. Et ça prenait du temps. On voyait qu'il y avait tout un processus, un effort de fait de leur part pour devenir un mini-État avec une justice qui tienne à peu près la route. Mais de tout ça, on ne devait rien dire. D'un côté, vous avez le gouvernement ukrainien qui disait non, non, mais dans les territoires occupés, il n'y a pas de loi. Vous avez juste des bandits qui font régner la terreur du bout de leur kalachnikov. Et ça, c'est ce qui est raconté aux diplomates. Quand on rencontrait les diplomates français, ils nous disaient, mais voilà, c'est ce que nous disent les Ukrainiens. Donc, ils nous demandaient, mais comment vous faites pour vivre à Lugansk? Comment ça se passe? Je dis, écoutez, je vais au restaurant, il n'y a personne qui m'arrête, il n'y a même pas dans mon arbre dans les rues. La seule chose qui nous bloque, c'est le couvre-feu à 23h. Voilà, il y a couvre-feu à 23h qui s'impose à tout le monde. Mais mis à part ça, on avait une vie normale. Mais c'était à des années-lumière de la description qu'en faisaient les autorités ukrainiennes, si vous voulez. On vous dit non, 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 mais c'est la jungle là-bas. C'est un trou noir pour les droits de l'homme, pour l'humanité. Bon, voilà, on était face à ces discours complètement contradictoires. Enfin, c'est réalité contre discours. Voilà. Bon, merci pour cette présentation vraiment passionnante. Je remonte à la couverture de votre livre, c'est sur bookedition.com. On peut l'acheter en physique, donc on peut on reçoit ensuite le livre. N'hésitez pas. Merci Benoît Paré, merci de votre patience. Si je peux apporter une petite précision, le livre, normalement, est disponible depuis hier aussi sur Amazon. Et on peut acheter sur Amazon, mais voilà. Vous savez qu'Amazon est moins populaire chez un certain nombre de lecteurs, à tort, puisque Amazon fait vivre plein de commerçants, de producteurs français qui n'ont pas accès aux librairies françaises et donc qui sont bien contents de trouver Amazon pour vendre, mais dans la mythologie française, il vaut mieux ne pas vendre dans une librairie française que de vendre sur Amazon. Voilà, disons, les gens ont le choix, voilà, selon leurs critères. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.